Le bec culture. Le bec culture. Une mémoire musicale. Originaire d'Aix-en-Provence, français d'origine israélite, l'émission qui va suivre parlera d'un des plus célèbres compositeurs du XXe siècle. Quelqu'un qui a réclamé une identité méditerranéenne très vaste, qui s'étendait de Jérusalem à Buenos Aires. Aujourd'hui, l'émission de l'UPEC Culture parle de Darius Milhaud et sa relation avec le Brésil, passant par son séjour là-bas entre 1917 et 1919, et ses premières années de nostalgie après son retour en France. Milhaud est allé au Brésil en tant que secrétaire du alors ministre de France, le célèbre écrivain Paul Claudel. Le problème du folklore aussi m'a beaucoup tenté. Darius Il Milhaud. faut dire aussi que, étant profondément méditerranéen d'esprit, mais d'une Méditerranée qui s'étend assez loin, puisque évidemment les civilisations d'Amérique latine peuvent se rattacher à l'esprit méditerranéen. Et le séjour que j'ai fait au Brésil, quand Claudel y était ministre, et où je lui servais de secrétaire, m'a révélé la source extraordinaire de beauté qu'est le folklore brésilien. J'ai été influencé par le Brésil. C'est un pays que j'ai adoré. J'emploie le passé parce que je n'y suis malheureusement jamais retourné, mais je garde une affection profonde dans mon cœur pour les années passées là-bas. Et alors j'ai pu étudier ce folklore vivant, sensible, plein de fantaisie et d'imagination. Et cela m'a énormément frappé. Cela et aussi la fréquentation de la grande forêt tropicale, de la forêt vierge, dans laquelle j'ai fait avec Claudel d'immenses promenades, presque des séjours, je pourrais dire. Tout cela m'a marqué. Je crois qu'entre 25 et 30 ans, au moment où la personnalité d'un artiste se précise, il est extrêmement salutaire de changer d'horizon. Je crois en effet que le contact qu'on peut avoir avec un pays différent, une langue différente, des horizons différents, des paysages différents, est extrêmement bénéfique. Je crois que cela élargit les possibilités de l'imagination humaine. Darius Milhaud est arrivé à Rio de Janeiro au début de Carnaval, en février 1917. Dès qu'il est arrivé, la nature et la musique populaire brésilienne l'ont touché profondément. Pour en parler plus, nous avons interviewé l'un des grands spécialistes actuels de l'histoire culturelle du Brésil, Anaïs Fléchet, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et également à l'université de São Paulo. Voyons ce qu'elle a à nous dire à propos de l'atmosphère socio-culturelle carioca et le spirit de Darius Milhaud à l'époque. Comme vous l'avez dit, Darius Milhaud arrive donc en 1917 à Rio. En fait, on est dans un contexte très difficile pour Darius Milhaud. Je pense que c'est peut-être la première chose qu'il faut concevoir. Il part de la France, qui est un pays en guerre. Il a perdu plusieurs amis proches. Il est dans une situation personnelle compliquée et il va rejoindre Paul Claudel, qui est un grand maître pour lui, une grande référence poétique, et il part dans un pays qui, à l'époque, est complètement inconnu, qui semble très aventureux. Donc c'est toute une expédition d'arriver à Rio. Donc il débarque dans cette ville. Ce qui le frappe d'abord, c'est peut-être la nature de la ville, cette nature très présente, très exubérante, que bien des voyageurs ont raconté. D'ailleurs, l'arrivée en bateau dans la baie de Guanabara, c'était quelque chose à l'époque. Et donc il est très frappé par cette présence de la nature dans la ville, et au-delà de la nature, par la présence aussi des sons et de la musique. Et il a raconté dans Ma vie heureuse, mais aussi dans plusieurs textes qui sont parus
au début des années 1920 dans la presse française, notamment dans la revue musicale. Il a raconté cette expérience du premier carnaval qu'il a vécu à Rio, donc on est en février 1917, et qui a été un choc culturel, un choc musical pour lui. Alors qu'est-ce qu'il a pu entendre dans ce carnaval de 1917 ? Bien sûr, c'est très différent de ce qu'on peut entendre dans le carnaval de Rio aujourd'hui. On écoute en 1917 pour la première fois de la samba, avec ce terme samba moderne. 1917, c'est l'année qu'on considère officiellement au Brésil comme l'année de naissance de la samba. Mais cette samba, c'est une samba qui est encore relativement différente en termes de structure rythmique de celle qu'on connaît aujourd'hui, qui se rapproche plus d'un genre qui avait beaucoup de succès à l'époque, qui était appelé le machixe. On dit en français la machixe. D'ailleurs, il y a une féminisation toujours des genres musicaux brésiliens. On dit le samba en portugais, la samba en français. Donc le machixe en portugais et la machixe en français. Et donc, c'est cette musique-là, le machixe, le samba, mais dans cette première version encore assez rudimentaire que Darius Milhaud découvre, et aussi beaucoup d'autres genres instrumentaux comme le choro, des marches de carnaval, des tangos brésiliens, donc c'est en fait des adaptations du tango argentin, puisqu'il y avait une grande circulation, une grande diversité de genres musicaux à Rio à l'époque, pour deux raisons en fait. D'abord parce que on est au début du XXe siècle au Brésil, dans un moment de grand bouleversement démographique et de nombreuses migrations internes. L'esclavage a été aboli il y a assez peu de temps, et donc il y a beaucoup d'esclaves, d'anciens esclaves ou de descendants d'esclaves qui étaient à l'intérieur, dans les plantations du Nord-Est par exemple, qui sont un peu chassés et qui n'ont pas de travail et qui vont affluer vers les grandes villes. Donc il y a beaucoup de migrations internes qui font que se retrouvent à Rio des gens de Bahia, de Sergipe, puis du Nord-Est, ou de l'intérieur de l'État de Rio qui arrivent dans la ville et qui vont un peu mélanger aussi un certain nombre de sonorités. Il y a une migration européenne qui est très importante à l'époque, italienne, allemande, des gens d'Europe de l'Est, mais aussi d'Espagne, etc. Donc ils vont venir aussi avec un certain nombre de propositions musicales. Et puis, il y a une circulation entre les villes-ports d'Amérique latine, entre La Havane, Caracas, Rio, Buenos Aires. Donc, il y a toute une circulation musicale qui est déjà bien ancrée à la fin du 19e et au début du 20e siècle, dans un moment qui est celui de la transition, du début des industries culturelles aussi au Brésil, et du début d'une industrie musicale. Et c'est ce moment-là, très riche et très varié aussi en termes de rythme et de son, que Darius Milhaud découvre quand il arrive en février 1917. Les rythmes de cette musique populaire m'intriguaient et me fascinaient. Il y avait dans la syncope une imperceptible suspension, une respiration nonchalante, un léger arrêt qu'il m'était très difficile de saisir. J'achetais alors une quantité de machiches et des tangos. Je m'efforçais de les jouer avec les syncopes qui passent d'une main à l'autre. Mes efforts furent récompensés et je pus enfin exprimer et analyser ce petit rien si typiquement brésilien. Darius Milhaud. La ville merveille avait une vie culturelle extrêmement animée.
Au-delà de la musique populaire, on pouvait facilement trouver des orchestres européens en tournée, des opéras et des ballets. Il y avait beaucoup de musiciens intéressés par la musique savante à Rio de Janeiro. Milo a rencontré beaucoup d'entre eux. Dans cette atmosphère féconde, avec un folklore palpitant, un réseau de musique sérieuse bien formé et une nature inspirante, Milo a composé quelques œuvres, parmi lesquelles nous citons Le retour de l'enfant prodigue, Chanson bas, Dans les rues de Rio, Quatuor à cordes numéro 4, L'ours et la lune, deuxième poème Tupis, le premier acte des Euménides, et le ballet L'homme et son désir. Après l'indépendance mélodique et tonale, ce fut l'indépendance rythmique qui me tenta. La musique pour le ballet L'homme et son désir me donna l'occasion de faire un essai dans ce sens. La forêt brésilienne nous attirait bien souvent, Claudel et moi. Les soirées ou les nuits passées dans la forêt sont restées des souvenirs inoubliables. Les bruits de toute espèce, mus par un secret déclic, après le coucher du soleil, se mêlaient sans se confondre. Des grillons de toute espèce, des crapauds tonneliers, des oiseaux aux cris mat, secs, saccadés, animaient la forêt de bruits variés dont l'intensité atteignait rapidement à son paroxysme.
Donc en 1917, il faut bien savoir que les élites brésiliennes vivent à l'heure européenne. Anaïs Fléché. Donc ce qui intéresse les riches carioca comme les riches paulistes d'ailleurs, c'est tout ce qui peut se produire en Europe, en France, en Allemagne, en Italie. Et donc depuis la fin du 19e siècle, on a de nombreuses troupes européennes, des troupes d'opéra, des concertistes aussi, qui viennent faire des tournées en Amérique latine et notamment au Brésil. Et donc il y a tout un milieu musical savant qui se développe avec à la fois une musique qui vient d'Europe et aussi le début d'un nationalisme musical, c'est-à-dire la volonté qui a été manifestée par certains compositeurs brésiliens d'intégrer des éléments de musique folklorique à des compositions savantes. On peut penser par exemple à quelqu'un comme Alberto Nepomuceno, qui dirigeait en plus l'Institut national de musique à Rio et qui a été un des précurseurs de cette esthétique nationale au Brésil, qui a devancé quelqu'un qui deviendra beaucoup plus connu ensuite, comme Heitor Villa-Lobos. Et donc, quand Darius Milhaud arrive au Brésil, on est en 1917, il y a déjà toute une école qui s'est développée, qui est très au courant de la création contemporaine, très proche d'ailleurs de ce qui se fait en France, d'un Debussy par exemple, du colorisme, et aussi très attentive à des créations comme le Sacre du Printemps, comme tout ce qui concerne donc Igor Stravinsky, les ballets russes, effectivement, qui tournent au Brésil. Il y a un petit cercle, notamment autour de deux personnalités qui ont été très proches de Darius Milhaud à cette époque. Il s'agit de Nininha Guerra et Osvaldo Guerra. Donc, Nininha et Osvaldo, qui étaient pianistes et compositeurs, un couple qui a été très en pointe dans le milieu musical carioca et qui a servi d'introducteur pour Darius Milhaud et donc lui a permis au fond de découvrir aussi toute la richesse de cette scène musicale savante à Rio. Choudrez Cornet, Debussy. Le couple Veloso-Guerra était vraiment important pour l'aventure de Darius Milhaud au Brésil. Ils l'ont accompagné depuis son premier mois à Rio. Écoutons ce qu'il a à nous dire dans son autobiographie « Ma vie heureuse ». Chez le Henrique Oswald, j'ai rencontré un jeune couple de musiciens tout nouvellement mariés, les Oswald Guerra. Oswald composait de la musique imprégnée d'influences françaises. Sa femme Nininha, douée pour la composition, était surtout une excellente pianiste. Son père, Léon Veloso, était professeur de piano et il l'avait entraîné à jouer beaucoup de musique contemporaine. Il en inculquait le goût à tout son entourage, à sa fille, à ses élèves et jusqu'à son chien qui répondait au nom de Satie. Dès lors, je me liais avec les Veloso Guerra et je les voyais souvent. Ils m'initièrent à la musique de Satie, que je connaissais alors très imparfaitement, et je la parcourus avec Nininha, qui déchiffrait exceptionnellement bien toute la musique contemporaine.
la chaleur de la guerre, Darius Milhaud a trouvé un beau refuge pour sa créativité au Brésil. Peut-être était-il l'un des rares compositeurs expressionnistes actifs à l'époque. À la fin de la guerre, Milhaud revient en France profondément marqué par ce qu'il avait vécu au Brésil. Il a passé un certain temps sans composer. Il était nostalgique. L'inspiration prendrait quelques mois pour ressurgir. Darius Milhaud. Je retrouvais Paris dans la joie de la victoire. Mais c'est comme un étranger que je revins à mon appartement. Mes yeux avaient trop retenu les reflets troubles du ciel brésilien. Mes oreilles étaient encore trop vibrantes de bruits somptueux de la forêt et des rythmes subtils des tangos. Je sortis de ma malle toutes sortes d'objets de pacotille ou d'inspiration populaire que j'avais achetés en Amérique. Des coquilles de noix gravées et peintes par les Indiens, sifflets en terre cuite représentant des oiseaux, des spécimens de l'argenterie coloniale portugaise. J'accumulais tous ces témoins silencieux de mon beau voyage sur la cheminée. Heureusement, le mouvement artistique qui se développait autour de moi m'intéressa bientôt assez pour m'arracher à mes souvenirs. Rio de Janeiro était assez loin, mais la distance n'était pas suffisante pour effacer ses souvenirs. Darius Milhaud arrive à Paris en juin 1919. Une fois installé, il a cherché des moyens pour atteindre son objectif, diffuser la musique brésilienne en France. Quand Darius Milhaud revient à Paris, on est en 1919 et il décide Anaïs de Fléché. vraiment mener une politique active de promotion de ce qu'il a découvert au Brésil, de toute cette musique dont il a été inspiré et qu'il trouve vraiment riche. Et donc, il agit, on peut dire, dans 3 directions. La première, c'est d'organiser des concerts de musique brésilienne, de faire venir des artistes brésiliens. Et ça, c'est toute une activité presque d'organisation, d'agents de concerts. Il fait notamment un très beau concert avec Jeanne Báthory au Théâtre du Vieux Colombier, qui est un moment important parce que c'est la première fois qu'on va entendre certaines œuvres brésiliennes jouer comme des œuvres contemporaines à l'égal d'autres compositeurs français comme ceux du groupe des 6 que vous avez cités. Donc il y a ce premier concert, il y a toute une activité de critique aussi. Donc Darius Milhaud s'emploie à faire connaître dans les revues spécialisées la musique brésilienne. Il enjoint les compositeurs brésiliens aussi à s'inspirer du folklore de leur pays, à arrêter de reprendre des formules qui peuvent marcher en Europe mais qui ne seraient pas spécifiquement brésiliennes. Donc il fait une sorte de promotion du nationalisme musical brésilien. Et puis une autre modalité intéressante, c'est tout ce qui concerne la composition d'œuvres à la manière brésilienne, puisque quand Darius Milhaud revient en France, il écrit toute une série de pièces qui s'inspirent directement de son expérience à Rio. Des pièces pour piano qui sont encore aujourd'hui très connues, qui sont les Saudades do Brasil, qui est une suite pour piano, et chaque morceau de cette suite reprend le nom d'un des quartiers de Rio. On a donc ces Saudades do Brasil, on a des musiques de ballet aussi, comme L'Homme et son désir, qu'il a écrit pour
un ballet qu'il a composé avec Paul Claudel. Et puis, il y a bien sûr cette pièce emblématique qui est Le bœuf sur le toit, qui est la musique d'un ballet que Milhaud a écrit pour Jean Cocteau, ou en tout cas sur un argument de Jean Cocteau. C'est un ballet qui a été donné à la Comédie des Champs-Élysées et qui est considéré souvent comme l'acte de naissance du groupe des Six, donc d'un certain renouveau de la musique contemporaine française au sortir de la Première Guerre mondiale. Ce ballet, il faut dire que on a donc Darius Milhaud d'un côté, Jean Cocteau de l'autre, des décors et des costumes qui sont de Raoul Dufy. Donc il y a vraiment une esthétique très moderniste qui s'exprime. Et sur le plan musical, c'est intéressant parce que Darius Milhaud a conçu la partition comme un collage, un peu sur un mode dadaïste, ready-made, et donc un collage de plusieurs morceaux brésiliens, morceaux qu'il avait entendus lors du carnaval de 1917, ou des morceaux que ses amis lui avaient envoyés et qu'il a recomposé, retissé entre eux. Et en jouant sur ces différents morceaux, il a essayé aussi de jouer sur quelque chose qui l'intéressait beaucoup à l'époque, qui était la polyphonie. Et du coup, il y a tout un travail technique qui a été très bien analysé par un collègue musicologue brésilien, Manuel Correa do Lago, qui a montré qu'il y avait à peu près 24 ou 25 morceaux brésiliens qui se trouvent dans ce bœuf sur le toit. Et y compris le titre de l'œuvre, Le bœuf sur le toit, c'est la traduction littérale d'un des succès du carnaval de 1917, O Boi no Telhado, et c'est un passage assez intéressant entre le Brésil et la France, puisque ce bœuf sur le toit est vraisemblablement à l'origine d'une expression qui court aujourd'hui encore beaucoup en français dans les milieux du jazz, notamment faire le bœuf. Parce que, alors là, il faut tout expliquer. Faire le bœuf, pourquoi ? Parce que le bœuf sur le toit a eu tellement de succès lors de sa création, et le nom même de l'œuvre a tellement plu à Jean Cocteau que le cabaret le plus célèbre des années 1920 a pris ce nom-là, et c'est donc Le bœuf sur le toit qui est devenu le grand rendez-vous artistique des avant-gardes parisiennes des années 1920, donc était situé dans le quartier de la Madeleine. Et dans cette brasserie, dans ce café du quartier de la Madeleine, on a beaucoup joué de jazz et fait justement des sessions improvisées de jazz, et c'est de là que viendrait cette expression faire le bœuf pour parler d'une jam session ou d'une session improvisée. Donc on voit là du Boi no Telhado du carnaval de Rio, on passe à ce bœuf sur le toit de Darius Milhaud jusqu'à la brasserie rendue célèbre par Jean Cocteau, et finalement cette expression qui aujourd'hui encore est tout à fait courante dans les milieux du jazz. J'ai beaucoup travaillé le folklore du Brésil Darius Milhaud. et je me suis servi d'un tas d'éléments folkloriques qui ont constitué toute ma partition. Au fond, je voulais le destiner à accompagner un film de Charlot, n'importe lequel, si ça pouvait coller.
Et quand j'ai fini de composer cette œuvre, j'étais de retour à Paris. Et Cocteau m'a dit, mais c'est stupide, il faut faire un spectacle avec ça. Ça n'ira jamais avec un film de Charlot. Et il a décidé de faire un ballet ou une chose plutôt mimée. Et il a écrit le scénario sur la musique, c'est-à-dire après la musique. Merci aux comédiens Yuri Romao, Farda Messaoudi. Merci aux professeurs Pierre-Emmanuel Guigaud, Florence Bourillon, Jérôme Bazin, Virginie Maté, Bruno Rossi, Lucie Morisseau et Anaïs Fléchet. Merci aux camarades Tiffaine Barthélémy, Iya Chaoli, Alexis Lamargot, Lucie Avrio, Charlotte Ferrer, Sloane Lambeau, Thierry Fouché, Seb Pacro et Dandara Leal.
Bye.